Maintenant, pour faire le point sur les nouvelles de la semaine, je retrouve les journalistes Catherine Lévesque, correspondante parlementaire au National Post, Boris Proulx, journaliste spécialisé en politique fédérale au Devoir, et Christopher Nardi, journaliste parlementaire aussi au National Post. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Alors, si on peut revenir sur le discours hier du premier ministre Carney, évidemment, il a donné les grandes orientations de son premier budget. Il a insisté sur la relance économique, l'importance de diversifier les partenariats commerciaux, mais aussi la nécessité qui s'impose de faire des sacrifices. Donc, Catherine, selon vous, est-ce que ça a été un exercice réussi pour préparer le terrain en voie du dépôt du budget? J'ai trouvé que c'était particulier d'avoir ce message de sacrifice devant des étudiants qui sacrifient sûrement déjà beaucoup dans leur vie quotidienne. J'ai trouvé que c'était peut-être pas le public tout à fait approprié pour ce message-là. Je pense que, bon, de toute évidence, on avait quand même monté les attentes pour ce discours-là. On s'attendait à beaucoup de nouvelles. Finalement, on a eu beaucoup de choses qu'on avait déjà entendues de la part du premier ministre Carney, ses grandes orientations. Les seules choses un peu nouvelles, c'était en fait cette promesse de doubler les exportations autres qu'aux États-Unis et d'avoir 300 milliards de dollars là, de plus dans l'économie dans la prochaine décennie. Donc ça, c'était peut-être ce qu'il y avait de nouveau, mais je dirais que son grand message là, d'avoir des sacrifices, que les prochaines années vont être difficiles, là, je trouve que c'était peut-être pas le public cible là, à l'Université d'Ottawa. Christopher, là-dessus, on dit souvent que ce gouvernement, c'est un gouvernement qui a quand même assez de difficulté à gérer son message, à communiquer son message. Il a quand même choisi de faire un discours national devant les étudiants, mais devant tous les Canadiens. Selon vous, est-ce qu'on peut parler d'un tournant dans l'approche des communications du gouvernement Trudeau, une volonté d'être plus transparent? Ou... Bien, je pense qu'on s'essaye. On s'essaye. Hein? Mark Carney, c'est un premier ministre qui croit que tout ce qu'il dit est très important. Juste fondamentalement. Et donc, lorsqu'il s'exprimait, on se rappellera au tout début de son mandat comme premier ministre, ces fausses signatures d'ordre exécutif à la Trump. Et évidemment, ça n'a pas tenu le coup. Il y avait eu quand même beaucoup de controverses, bien, pas de controverses, mais de critiques par rapport à ces décisions-là. Mais ils s'essayent constamment de parler directement aux Canadiens, de communiquer de façon un peu, on peut le dire, à l'américaine. Mm-hmm. C'était une reprise un peu de ce qu'on connaît, an address to the nation. On s'attendait quasiment à ce qu'il commence avec « My fellow Canadians ». Vous savez, donc, j'ai trouvé le choix de langage qu'on a utilisé pour présenter même le discours intéressant. Ça semblait être grand, important. Et ensuite, l'équipe du premier ministre qui voulait descendre ensuite les attentes en disant « Oh, c'est un peu dramatique ». À l'interne, nous disait ça. Ultimement, comme Catherine, j'ai trouvé que c'était un discours, en fait, très semblable à ce qu'il disait en campagne. Ça ressemblait en beaucoup à ses discours de campagne, et c'est les commentaires que je recevais aussi en privé, avec une note que je trouvais particulière, c'est le langage qu'il utilise aussi est un peu nouveau. Il parlait à un moment donné d'avoir 3 objectifs, et le 3e objectif, c'était gagner. Mm-hmm. Gagner. Ouais. J'hésite de faire un rapprochement avec Donald Trump parce que c'est évidemment pas la même personne, mais il y a une appropriation du langage et un peu des méthodes que je trouve fascinant pour l'homme qui s'est présenté comme l'anti-Trump. Des fois, dans les communications, il s'y apparente un peu et ça m'étonne. On parle de gagner, mais on parle aussi, Boris, de faire des sacrifices. Je le mentionnais tout à l'heure. M. Carney prévient que c'est un moment charnière, qu'on va devoir... on ne va pas pouvoir tout faire ce qu'on faisait par le passé. Mm-hmm. Est-ce que vous croyez qu'il en fait assez pour préparer les Canadiens aux sacrifices qui s'en viennent? Bien, je pense pas qu'il a insisté là-dessus, parce que le mot a été dit tantôt. Il l'a mentionné, je pense, une fois en français, puis après ça, il l'a répété en anglais. M. Carney, c'est un économiste, donc si... On peut avoir le beurre ou l'argent du beurre nécessairement. Je pense que l'idée de faire des choix, ça vient avec des sacrifices. Puis c'est comme ça que, personnellement, j'ai compris son message. C'est sûr que le public devant lequel il se présentait, c'est très important, les jeunes. On a vu aujourd'hui que le Parti conservateur du Canada s'est dit, nous, on va partir à la conquête des jeunes, on va aller dans les universités, faire une grande tournée pour aller leur parler à ces jeunes qui ont davantage voté pour nous en 2025. Donc, moi, je sens que c'est devant ce public-là que le débat politique va avoir lieu autour du budget. Après, je pense que le budget va être très, très intéressant parce que M. Carney a bel et bien donné des indications sur des choses qu'on n'attendait peut-être pas nécessairement là-dedans, comme une nouvelle stratégie en matière d'immigration et de rétention des talents. Ça va être dans le budget. La compétitivité climatique, on se demande s'il ne va pas avoir des sacrifices là-dedans. Il y avait beaucoup d'attentes par rapport
à savoir ce qui advient du plan des réductions des émissions pour 2030, par exemple. Est-ce que c'est ça qu'on veut sacrifier? Peut-être, là. Autre nouvelle qui a vraiment dominé les manchettes cette semaine, évidemment, c'est toute la situation de Pierre Poilievre dans laquelle il se trouve. Il tente de faire marche arrière sur ses propos quand même assez controversés concernant la GRC. Je le rappelle, dans une récente entrevue à un balado, il avait affirmé que de nombreux scandales de l'ère Trudeau auraient mérité la prison, que l'ancien premier ministre aurait dû être accusé au criminel si la GRC avait fait son travail plutôt que de protéger M. Trudeau. Catherine, évidemment, on tente de corriger le tir. Comment est-ce qu'il s'en démêle, selon vous? Disons, il tente de remettre la pâte à dents dans le tube et ça marche pas. C'est difficile, c'est très difficile. Je dirais que, bon, il a tenté de recentrer son message, effectivement, en disant qu'il ne parlait pas de la GRC au grand complet, mais qu'il parlait bien de l'ancienne commissaire Brenda Lucki, qui était très controversée, très critiquée à l'interne. Et en même temps, là où ça me dérange un peu, c'est que je me dis, il a tenté de dire qu'il n'a pas demandé à ce que le premier ministre, Justin Trudeau, aille en prison, alors que c'est pas mal ça qu'il a dit. Il demandait à ce que les responsables de ces scandales-là aillent en prison. Mais vraiment, quand on écoute le balado, il a directement visé l'ancien premier ministre. Et je vous dirais que ça passe très, très mal au sein du caucus conservateur. Il y a plusieurs députés qui ont un malaise avec ça, grandissant, qui se demandent quelles sont les prochaines étapes. Et puis, je sais qu'il y avait toutes sortes de rumeurs folles cette semaine, à savoir est-ce qu'il y a des gens qui vont quitter le caucus conservateur. Je ne pense pas que ça va se passer tout de suite, mais je pense que ce sont des conversations là, qui ont lieu en ce moment. Les gens se demandent quoi faire. Est-ce qu'ils devraient quitter? Est-ce qu'ils devraient rester? Puis est-ce qu'ils devraient agir avant ou après le vote de confiance au mois de janvier? Chris, là-dessus, qu'est-ce que vous entendez? À quel point est-ce qu'il y a vraiment la grogne au sein du caucus conservateur? Est-ce qu'on doit s'attendre à voir des gens changer de camp? Changer de camp, c'est tellement une grosse décision que ça m'étonnerait, mais ça étonne à chaque fois. Hein? Ça étonne à chaque fois. Ultimement, ce que je trouve intéressant, c'est que le débat à l'intérieur des conservateurs, c'est on veut être le parti de l'ordre, la loi de l'ordre, de supporter les policiers, mais en même temps, on a un chef qui s'est attaqué de façon assez frontale envers la direction de la GRC. Et le choix des mots qu'il avait utilisés au balado était important parce qu'on le sait, depuis quelques jours, il essaie de dire non, mais je parlais de l'ancienne directrice ou chef de la GRC, Brenda Lucki, et non pas de l'actuelle et tout ça. Mais dans le balado, il a dit, c'était au présent, le leadership de la GRC is despicable, excusez l'anglais, non pas was ou était. Et donc, dans son parti, on se pose la question, comment est-ce qu'on peut être le parti qui appuie les forces et qui reçoit justement le vote des gens qui croient à l'ordre et la justice lorsqu'on s'attaque de façon frontale à la GRC? Ça pose aussi rapidement la question, s'il devient premier ministre, est-ce qu'il va tenter de pousser cette, disons, une nouvelle enquête sur Justin Trudeau? Est-ce qu'il va? Puis, évidemment, dans ce cas-là, les comparaisons avec Donald Trump sont faciles. Boris, qu'est-ce que ça nous dit au sujet de sa gestion du message et surtout de sa discipline en tant que chef de parti? Ça, les prochains jours vont nous le dire. Pour sa discipline, c'est sûr que les élus conservateurs ont accepté son explication pour la partie policière. Il a tenté de recadrer le message en disant « je vise une personne en particulier à la GRC ». Mais il y a tout, je pense qu'il y a tout l'aspect Justin Trudeau là-dedans, parce que je pense que ça choque beaucoup d'électeurs d'entendre un chef de l'opposition officielle du Canada dire que son opposant ou son ancien opposant politique mérite d'être enfermé en prison, parce que c'est quand même de ça dont il est question, là. Ça apporte une charge, une certaine violence politique normalement qu'on réserve pour les cas extrêmes où c'est des criminels. On est capable de faire 1+1, là, comme a dit Catherine. Il a dit que Justin Trudeau avait violé le code criminel dans le cas des scandales de l'Agacan, du voyage familial des Trudeau en 2016 ou du scandale SNC-Lavalin qui a éclaté en 2019. Pour ces deux cas-là, clairement, il a été blâmé à l'éthique, mais ça ne va pas au niveau criminel. Il a tenté de rétropédaler aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est réussi. Boris Prou, Catherine Lévesque, Christopher Nardi, merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Au plaisir.